Bon, Antoine Delaunay, conseiller départemental d'Avranches. Huitième de finale pour l'US Avranches, qualification ce week-end Huitième de finale, de Coupe de France. huitième tour déjà. Huitième tour, Huitième huitième tour de Coupe de Vous France. anticipez un peu, Ouais, ouais, huitième ouais. de finale, pourquoi pas, ça serait bien. Ça serait pas mal. On aimerait bien. Bon, et vous les sentez bien l'US Avranches cette saison? Ouais, on les sent bien. Ouais. Ils sont dans un championnat très disputé, très compliqué. Il y a un bon état d'esprit. On voit bien que parfois il manque petit quelque chose pour passer du nul à la victoire. Mais oui, moi je suis plutôt confiant. Et puis surtout, il y a un club très structuré derrière. Hein. Ouais, ça fait plusieurs années qu'ils sont plutôt sur le haut de tableau. Vous pensez que l'US Avranches peut aller encore plus loin ou la place c'est le national pour l'US Avranches? La place en nationale est pas mal. Honnêtement, ils ont les capacités et la structuration du club pour aller plus haut. Hein. Bon, je vous reçois pas pour parler de Non, football. mais je suis prêt à en parler. C'est un sujet plutôt agréable. Mais pour parler de la primaire de la droite et du centre, le premier tour c'est dimanche. Ils sont pas assez nombreux pour faire une équipe de foot. Hein. Quoiqu'au départ ils étaient très nombreux. Comment ça se présente le premier tour? Donc je rappelle que la primaire de la droite et du centre, c'est pour choisir un candidat unique de la droite et du centre pour l'élection présidentielle du mois à fin avril, début mai prochain. Et on peut voter partout en France. Partout en France, voilà. dans 10 528 bureaux ouverts sur le territoire national. Ça a été compliqué de mettre ça en place dans la Manche? Non, pas très. Non. Trouver les bureaux de vote, non. Les maires nous ont reçus très chaleureusement. Un grand nombre d'entre eux ont d'ailleurs spontanément accepté de présider nos bureaux de vote, sans qu'on connaisse particulièrement leurs orientations politiques. Oui, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Quand on a une élection nationale, enfin une élection normale entre guillemets, on a dans le bureau des gens de droite, de gauche, donc on a un contrôle finalement assez tacite de ce qui se passe. Là, qui nous dit qu'il n'y a pas plus un camp qu'un autre qui va surveiller ce qui se passe? C'est peut-être le risque de bourrer les urnes ici ou là. Non, il n'y a aucun risque. D'abord, c'est pas la tradition dans la Manche, et je ne pense pas que ce soit vraiment la tradition en France. Non, il n'y a aucun risque, tout simplement parce que les candidats avaient la possibilité de désigner un délégué dans chacun des 10 528 bureaux de vote. Certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Mais alors, dans la Manche, encore une fois, c'est pas le département où il y a le plus de risques. Et je pense pas qu'il y ait de département où il y ait vraiment ce risque-là. Mais non, chez nous, les grands candidats sont représentés dans tous les bureaux. On a vu quand même qu'il y a quelques années, il y a eu des problèmes de comptabilisation de certaines voix dans... Pas ici en tout cas. Pas ici, pas dans le département de la Manche. C'est très simple pour trouver son bureau. On va sur le site laprimaire2016.org, c'est ça? Oui, c'est voilà, ça. là on rentre son code postal, on trouve son bureau de vote. Il faut venir avec sa carte d'électeur et avec 2 euros. On attend. Pas sa carte d'électeur, sa carte d'identité. Sa carte d'identité, voilà, ça suffit. Pièce d'identité, permis de conduire, passeport du moment qu'il y a une photo. Ouais, ça fait une belle opération financière, 2 euros, s'il y a près de 4 millions de personnes qui viennent voter. Non, pas du tout, parce que la primaire, ça coûte cher à organiser. Le parti, les Républicains, a fait une avance de trésorerie d'à peu près 5 millions d'euros. Les 2 euros par personne et par tour, ils sont là pour nous rembourser. S'il y a un éventuel excédent, il sera versé sur le compte de campagne du vainqueur de cette primaire. Voilà, pour choquer personne, pour financer pour désigner un candidat. Bon. Mais les Républicains vont rien gagner. Au contraire, on a plus à perdre qu'à gagner sur cette organisation. Il faut aussi signer donc une charte selon laquelle notamment on s'engage pour les valeurs de la droite républicaine. Ces valeurs, elles sont quand même assez différentes de Nathalie Kosciusko-Morizet à Jean-Frédéric Poisson, en passant par Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé. Ils n'ont pas tous forcément les mêmes valeurs. Sur les valeurs, si, quand même. C'est la même famille politique. Sur la méthode, oui, bien évidemment. Sur la manière d'y arriver, il y a des divergences. Heureusement, c'est ce qui fait la force d'une famille politique, d'une grande famille politique. On ne parle pas tous d'une même voix, mais sur le fond, on est quand même d'accord, heureusement. Faut aussi s'engager pour l'alternance, pour le redressement de la France. Oui. Quel est le candidat qui est le mieux placé pour redresser la France? Alors moi, si vous le voulez bien, chacun connaît mon engagement, chacun sait qui j'ai parrainé au premier tour et qui je soutiendrai au final. Mais dans ces derniers jours, moi, je me place un peu au-dessus de la mêlée. J'organise cette primaire, j'ai beaucoup de choses à faire et je me désintéresse un petit peu de la campagne, objectivement. Pas par manque d'engagement, mais plutôt par manque de temps. Et puis voilà, vraiment, j'organise la primaire, je préfère... prendre un peu de recul. C'est vrai qu'on est abreuvé de sondages en permanence, il y en a à peu près un tous les 2 jours. Il y a les débats effectivement qui ne cessent de s'enchaîner.
Est-ce qu'on peut faire le raccourci suivant, que celui qui gagne la primaire de la droite et du centre gagne forcément l'élection présidentielle? Ah bon, on l'espère bien en tout cas, et on va tout faire. De toute façon, quoi qu'il arrive, la famille politique et notre parti particulièrement sera bien évidemment unis derrière le vainqueur, le gagnant ou la gagnante de cette élection primaire. Et l'idée, c'est bien évidemment de préparer l'alternance franche en 2017. Mais est-ce qu'il est certain que celui qui gagne, parce que finalement la gauche est au plus bas dans les sondages, a priori Marine Le Pen sera au second tour, il y aura un report des voix de gauche sur le candidat qui sera face à Marine Le Pen, donc celui qui gagne la primaire de la droite et du centre dans 15 jours est forcément le prochain président de la République? Forcément non, rien n'est jamais certain. En politique comme partout ailleurs, dans la vie, objectivement, il n'y a aucune certitude. Non, 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 on l'espère bien, et on va tout faire. Et encore une fois, tout le monde est prêt l'arme au pied, quasiment, à entrer en campagne dès le dimanche 27 novembre. Mais vous le savez bien, en politique particulièrement, il n'y a jamais aucune certitude, surtout en ce moment. Alors il y a quelque chose que je trouve qui tourne pas rond dans cette histoire de primaire, c'est que elle est censée désigner un candidat unique pour la droite et le centre. Mais on s'aperçoit quand on regarde les élections présidentielles depuis 40 ans qu'il n'y a jamais eu un seul candidat de la droite et du centre dans la course à la présidentielle. On a eu Chirac-Barre, Chirac-Giscard, Chirac-Balladur, Bayrou-Sarkozy plusieurs fois. Ça semblerait inédit et incroyable qu'il n'y ait qu'un seul candidat de la droite et du centre pour cette élection présidentielle. Vous y croyez, vous? Oui, j'y crois, c'est un principe de responsabilité. Vous citez les élections présidentielles passées. Le contexte politique a évolué avec, effectivement, vous le disiez il y a quelques instants, la quasi-certitude. Je reviens un petit peu sur ce que je dis, mais il y a effectivement au moins une quasi-certitude dans cette élection, c'est que Marine Le Pen sera présente au second tour de cette élection présidentielle. Qu'il faut donc arriver unis dès le premier tour si on veut franchir le cap de ce premier tour qui effectivement sera absolument primordial dans la désignation du prochain président de la République. Il n'y a pas le risque qu'il y ait l'un des perdants de la primaire qui parte en dissident en se disant finalement les sondages me donnent plutôt pas mal de voix dès le premier tour. Pourquoi est-ce que je tenterais pas ma chance, même si j'ai pas eu la Il y a toujours un risque, mais bon, ils se sont engagés, ils ont signé aussi une charte de responsabilité. Ils se sont toutes et tous engagés à respecter le verdict des urnes et à s'engager derrière le vainqueur de ce scrutin. Un dernier mot sur l'élection présidentielle. Il y a eu l'élection de Donald Trump la semaine dernière aux États-Unis. On en a beaucoup parlé des conséquences que ça pourrait avoir en France. Vous pensez que oui, il peut y en avoir, ou voilà, c'est deux contextes totalement différents, c'est des codes électoraux et des comportements totalement différents, et finalement, il n'y aura pas une propagation ou une contamination? Non, je pense qu'il est tout à fait hasardeux de tracer des parallèles entre la France et les États-Unis. On a deux systèmes politiques totalement différents, deux systèmes électoraux totalement différents. Parlons simplement de l'argent. Alors on parle des milliards et des milliards dépensés pour la campagne présidentielle. Honnêtement, on a un peu de mal à se rendre compte. Il y a un bon exemple, je lisais en quotidien régional préféré, un petit papier sur une élection sénatoriale dans l'Iowa, je crois, un État assez peu peuplé. Une simple élection sénatoriale, 120 millions d'euros dépensés par la candidate qui l'a emporté. 120 millions d'euros sur une élection à un tour, je crois. Pour mémoire, en France, c'est 39 millions d'euros pour les deux tours d'élection présidentielle. On voit bien qu'il y a une disproportion totale entre les États-Unis et la France. Ça, c'est les montants déclarés, 39 millions d'euros. Est-ce qu'il y a parfois quelques dépassements dans votre camp ou ailleurs, peut-être? Ou ailleurs aussi. Ouais. Vous êtes conseiller départemental, Antoine Delaunay. La semaine dernière, le département a travaillé sur son budget 2017. Sans aucune surprise, on apprend qu'il y a des difficultés à le boucler. Maintenant, le mécanisme est connu. D'un côté, les dépenses qui continuent d'augmenter, en particulier les dépenses sociales. De l'autre côté, les recettes qui continuent de diminuer, en particulier les dotations aux collectivités locales de la part de l'État, qui sont de plus en plus faibles. Philippe Bas, très clairement, dans les propos qu'il a tenus, président du département de la Manche, et dans le communiqué de presse qu'on a reçu par la suite, dit voilà, si les choses ne changent pas, si ces deux tendances continuent à se poursuivre, baisse des dotations et hausse des dépenses sociales, inévitablement, on augmentera les impôts dans le département de la Manche, pas en 2017, mais en 2018. Oui, effectivement, Philippe Bas a tiré la sonnette d'alarme. Je ne vais pas vous redresser le contexte financier du département, qui est assez bien connu, vous l'avez dit. Les dépenses continuent à augmenter, des dépenses pour lesquelles on ne peut rien. Quand le nombre de bénéficiaires du RSA augmente, le département n'y peut rien. Quand le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap augmente, le département n'y peut rien. Et puis, dans le même temps, les dotations de fonctionnement de l'État diminuent,
Et les dotations de compensation de ces prestations sociales dont je parlais à l'instant continuent à diminuer. Donc on voit bien qu'on a perdu pas loin de 30 millions d'euros sur 5 ans, que ça devient très compliqué. Alors les mesures, elles ont déjà été prises depuis plusieurs années. On a réduit nos dépenses de fonctionnement, on a diminué la masse salariale, on a augmenté le temps de travail. Objectivement, les fonctionnaires départementaux travaillent de manière très efficace. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre là-dessus. Donc oui, si le gouvernement continue dans cette voie. Et ce signal d'alarme, il a été particulièrement adressé au ministre des Finances dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances, où l'article 14 nous rajoute, encore une fois, 3,5 millions de baisse de dotation. La coupe est plus que pleine. On assiste à une véritable asphyxie des départements. Alors, pourquoi pas, hein. On sait qu'il y a probablement trop de collectivités en France. On a parlé à une époque de supprimer le département. Les jours du département sont comptés ? Les jours du département sont comptés, et je n'en sais rien. Mais si le gouvernement décide de supprimer le département, qu'il le fasse franchement, mais qu'il n'essaye pas de nous asphyxier. C'est une méthode tout à fait malhonnête et puis franchement extrêmement dangereuse, parce que derrière la réalité du département, il y a la réalité du territoire, la réalité notamment des bénéficiaires de ces prestations, la réalité des bénéficiaires de nos politiques publiques sur notre territoire. Et tenter d'asphyxier petit à petit une collectivité, cela revient à asphyxier les bénéficiaires de ces politiques, à asphyxier un territoire, et franchement c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc hausse d'impôts en 2018 dans le département de la Manche ? Pas forcément hausse d'impôts. Encore une fois, ce cri d'alarme, ce signal d'alarme, il est adressé aussi bien au département qu'à l'État. Il y a quelques jours, c'était le débat d'orientation budgétaire. On fixe les grandes lignes, on continue à travailler sur le budget. Marc Lefebvre, premier vice-président et grand argentier du département, qui connaît parfaitement les finances de la Manche depuis des années, il travaille de manière très précise avec tous les vice-présidents, avec les services. On va faire des économies. Ça veut dire peut-être cesser certaines politiques publiques. Et franchement... Lesquelles, par exemple ? Il n'y a encore rien de décidé et vraiment, je ne vous annoncerai rien aujourd'hui parce que rien n'est décidé. On continue à y travailler. On espère que le vote final de la loi de finances nous réserve peut-être, pas une bonne surprise, parce que franchement, on n'en est plus au niveau des bonnes surprises, mais au moins une moins mauvaise surprise. Et puis nous prendrons les décisions qui s'imposeront à nous s'il n'y a pas d'autre solution. Rapidement, pour clore sur ce sujet, s'il y a une alternance politique en France au mois de mai-juin prochain, les départements retourneront plus en faveur du gouvernement ou pas ? Peut-être. Pas sûr. Peut-être, pas sûr. En tout cas, sur le sujet de l'organisation territoriale, parce qu'au final, c'est bien de ça que l'on parle. Je crois qu'après une période de grande instabilité, de grands bouleversements, une période dans laquelle le département est resté le seul point fixe. Le périmètre des communes évolue, les communes nouvelles fleurissent ici ou là, le périmètre des communautés de communes, des communautés d'agglomération grandit de manière exponentielle, parfaitement dans la Manche. Les régions elles-mêmes ont fusionné, le département est resté le seul point fixe, qui nous donne d'ailleurs une grande responsabilité qu'on essaye d'assumer le mieux possible. Je crois qu'au milieu de tout ça, dans les années qui viennent, il va falloir une période de calme, une période de statu quo, examiner ce qui se fait et puis permettre aux collectivités de continuer à mener correctement les politiques que la loi leur demande de mener sur leur territoire. Une dernière chose, Antoine Delaunay. On a parlé des élections présidentielles. Juste après, il y a les élections législatives. Vous êtes un proche de Gad Elmaleh. Vous êtes son assistant parlementaire. Sera-t-il candidat au mois de juin prochain ? On va lui poser la question. Ce serait beaucoup plus simple. Vous le voyez tous les jours, quasiment. Oui, je le vois tous les jours. Non, aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Vous on parle de ça la primaire. On bon. essaye que ça se passe bien. Et puis, lui comme moi, on fait les choses les unes après les autres. Et au moins, en ce moment, et jusqu'au dimanche 27 novembre, on a beaucoup de choses à mettre en place pour l'organisation de cette élection primaire. Je vous dis ça parce qu'il y a déjà un candidat qui s'est déclaré sur la circonscription du Sud-Manche, la circonscription de Granville, Avranches, Mortain, Saint-Hilaire. C'est Thomas Collardo qui occupe bien le terrain. Ça peut inquiéter Gad Elmaleh ? Oui, vous savez, des candidats et des candidates, il y en aura d'autres. J'ai jamais vu une élection, et particulièrement une élection législative, qui ne suscitait pas les ambitions, les rêves, les envies et les déclarations de candidature plus ou moins proches du terme de l'élection. Ouais, donc c'est pas si grave que ça finalement, cette candidature déjà déclarée. On a vraiment bien d'autres choses à mettre en place. Merci Antoine Delaunay d'avoir été notre invité. On retrouve cette interview sur la page Facebook de la radio CFM. Merci.